Je lui ai donné un ultimatum public mais il a fait le seul choix qui a tout fait voler en éclats. Tout a commencé par une sonnette qui n'arrêtait pas de sonner. Pas le genre de sonnerie douce, mais plutôt le genre impatient qui signifie « sors d'ici tout de suite ». J'ai ouvert la porte d'entrée, portant encore un pantalon de pyjama et tenant une tranche de pain grillé brûlé. Dehors se tenait ma femme, Darla, entièrement vêtue d'une robe de soie rouge, le mascara qui avait coulé sous ses yeux et la voix tremblante d'adrénaline. « J'ai oublié mes talons de rechange », lança-t-elle en me bousculant comme si je n'existais même pas. Pas de « bonjour ». Pas de « merci », juste du parfum et de la panique. C'était la 4e fois cette semaine qu'elle oubliait quelque chose et revenait en trombe alors qu'elle se préparait pour des événements auxquels je n'étais pas invité, dîner de gala, fête d'entreprise, brunch du week-end avec les filles. Sauf que l'une des filles avait posté une photo de groupe la veille au soir et Darla n'y était pas. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas crié. J'ai simplement observé. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto, viens à la salle de bal Crestview à 20h. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Elle ne m'avait pas fait de surprise depuis 2017. À l'époque, c'était un gâteau au chocolat et un mot écrit à la main. J'avais pleuré sur ce mot pendant 3 jours. Cette fois, je ne m'attendais à rien de doux, juste à des réponses. Je me suis présenté avec une chemise froissée et de vieilles chaussures. Je voulais qu'elle voie à quoi je ressemblais après des années à être ignoré. La salle de bal était bondée. Les rires résonnaient comme le tonnerre, et les projecteurs dansaient sur les verres de champagne. Et la voilà, sur scène, un micro à la main. Avant de continuer, dit-elle, les yeux rivés sur les miens, je dois dire quelque chose de personnel, quelque chose d'important. Elle m'a appelé sur scène. La foule s'est retournée. J'avais l'impression d'entrer dans un tribunal. J'ai tout donné, a-t-elle dit d'une voix forte. Mais parfois, les gens s'éloignent. Parfois, une personne doit porter tout le poids tandis que l'autre se contente de regarder depuis la touche. Des halètements, des rires gênés. Je suis resté là, figé. Puis elle a lâché sa bombe, comme une performance théâtrale. Je lui donne un choix, ici et maintenant, devant vous tous. Reste et écoute, ou pars. On aurait pu entendre une mouche voler. Une de ses collègues a murmuré, elle l'a vraiment fait. J'ai regardé Darla, cette étrangère parfaite et impitoyable, et j'ai su exactement ce que je devais faire. Pas de discours, pas de drame. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mes clés et je les ai fait teinter en marchant. 1 pas, 2 pas, elle n'a pas appelé mon nom. 3 pas, elle n'a pas scié. 4 pas, elle a souri. 5 pas plus tard, j'ai ouvert la porte et j'ai disparu de sa vie, loin des équipes de tournage et des applaudissements. Mais ce n'était que le début, car ce que j'ai découvert après avoir quitté cette salle lui a fait regretter de m'avoir jamais donné ce choix. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai juste continué à marcher, les clés à la main, le bourdonnement de la ville engloutissant mes pensées. Quelque part entre les portes de la salle de bal et la ruelle vide où je me suis finalement effondré sur un banc froid, j'ai compris. Elle avait répété ce moment, chaque mot, chaque geste. Elle voulait m'humilier, pas seulement mettre fin à notre histoire. Elle avait besoin d'une scène, d'un public, d'une image impeccable d'elle-même dépeinte en martyr qui avait tout essayé. Et j'étais censé jouer le rôle du mari sans colonne vertébrale qui ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme. Mais voilà le problème quand on pousse quelqu'un trop loin. Finalement, il arrête de plier. Il se brise, en silence. Et quand cela arrive, il commence à faire attention. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur ce banc jusqu'au lever du soleil. Mon téléphone a vibré 5 fois. 4 de ces appels provenaient de personnes présentes à l'événement, disant à quel point c'était gênant ou à quel point elle avait été courageuse. Un message venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, vous ne me connaissez pas, mais vous devez voir ça. Elle n'est pas celle que vous croyez. En pièce jointe, une courte vidéo. J'ai hésité, les mains tremblantes comme si je venais de m'extraire d'un accident. J'ai appuyé sur lecture. C'était Darla. Même robe rouge, même sourire. Mais ce n'était pas le gala. C'était quelques heures plus tôt, en coulisses, dans la green room. Elle était avec ce type de la firme, le grand avec la mâchoire suffisante et la posture parfaite. Ses mains étaient sur sa taille. Sa voix a murmuré, « Tu es sûr qu'il partira ?» Il a souri et a dit, « Sinon, on le poussera. » J'ai eu la nausée,
une nausée physique. Il ne s'agissait pas de ne plus être amoureux. C'était un coup monté, une performance. Il voulait que je parte. Une rupture nette, pas de divorce compliqué, pas de partage des biens, juste moi sortant de scène pour qu'il puisse réécrire le scénario. Et j'avais joué mon rôle à la perfection. Je voulais crier. Je voulais l'appeler, la confronter, exiger de savoir depuis combien de temps elle planifiait cela. Mais à la place, j'ai sauvegardé la vidéo, car pour une fois, j'allais faire quelque chose différemment. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas la laisser transformer cela en un autre spectacle. J'allais attendre, observer, la laisser croire qu'elle avait gagné, puis tout reprendre, morceau par morceau. Mais le lendemain matin, elle a fait quelque chose que même moi je n'avais pas vu venir. Quelque chose qui a rendu tout beaucoup plus compliqué et dangereux. Le lendemain matin semblait irréel. Je n'avais pas dormi. Mes yeux me brûlaient d'avoir fixé le vide, et mes muscles étaient endoloris d'être resté assis toute la nuit sur un banc de parc. Pourtant, je n'étais pas prêt à rentrer à la maison. La maison n'était plus la mienne. Elle ne l'avait pas été depuis des mois. Je ne me l'étais simplement pas avoué. Ce qui était autrefois à nous était devenu à elle, pièce par pièce, par de petits changements passés inaperçus, le changement de ton, les tiroirs verrouillés, les événements auxquels je n'étais pas invité. Mais maintenant, j'avais une preuve. Et avec elle, la clarté. Je me suis retrouvé devant l'appartement de mon ami Félix. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'un an, pas depuis qu'il avait emménagé avec sa petite amie et était devenu trop occupé pour les marathons de jeux vidéo nocturnes et le whisky bon marché. Mais je n'avais nulle part où aller, et je savais que si je ne frappais pas, je m'effondrerais dans le couloir. Il m'a laissé entrer sans poser de questions, bien que l'expression sur son visage disait tout. Je lui ai raconté la version courte, la salle de bal, l'ultimatum public, la vidéo. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Même s'il aurait pu. Il m'a juste tendu un café et a dit, quoi qu'elle prépare, tu dois prendre les devants. Et puis la sonnette a retenti. Je me suis figé. Il était trop tôt pour une livraison de nourriture, trop aléatoire pour être une coïncidence. Félix a ouvert la porte pendant que je planais derrière lui. C'était un coursier tenant une grande enveloppe blanche à mon nom. Pas d'adresse de retour. J'ai signé d'une main tremblante, l'ai ouverte lentement, et j'ai senti le sang quitter mon visage. À l'intérieur, il y avait deux choses, une photo imprimée et une lettre dactylographiée. La photo montrait Darla et le même homme de la vidéo, son bras enroulé fermement autour de sa taille alors qu'elle se penchait vers lui, lui embrassant le cou. Elle était horodatée. Elle n'était pas récente. Elle datait de 6 mois. 6 mois. La lettre était froide, professionnelle et dévastatrice. Lol. Puisque tu as choisi de partir, je suppose que tu comprends ce que cela signifie. J'ai déjà parlé à mon avocat. Tu recevras bientôt les papiers du divorce. Je te suggère de coopérer sans faire de bruit. Je garde la maison. Bien sûr, il ne sert à rien de traîner ça devant les tribunaux. Simplifions les choses. Darla. Elle voulait m'effacer. C'était de ça qu'il s'agissait. Humiliation publique, contrôle juridique, embuscade émotionnelle. Elle ne voulait pas tourner la page. Elle voulait réécrire tout notre mariage comme une erreur. Son erreur. Et si je jouais mal mon jeu, on se souviendrait de moi comme de l'homme aigri et insignifiant qui est parti parce qu'il ne pouvait pas gérer son ambition. Je suis resté assis en silence, tenant cette lettre comme si elle était imbibée de poison. Et c'est là que Félix a dit quelque chose qui a allumé un feu que je ne savais pas avoir encore en moi. Elle pense que tu es fini. C'est pour ça qu'elle se dépêche. Parce que si tu disparais tranquillement, elle gagne. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste que la vérité compte à nouveau. Je voulais que moi, je compte. Et la première étape était de creuser plus profondément, car si elle était prête à mentir aussi facilement, quoi d'autre avait-elle caché? Ce que j'ai découvert ensuite ne m'a pas seulement choqué. Cela m'a fait me demander si j'avais jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. J'ai passé la majeure partie de cette journée à faire les 100 pas dans le minuscule appartement de Félix, comme un homme piégé dans la peau d'un autre. La photo, la lettre, la performance au gala, tout indiquait clairement une chose, Darla avait passé des mois à préparer mon effacement. Et j'avais marché droit dedans comme un somnambule. Mais le truc avec la trahison,
c'est qu'une fois la fissure ouverte, tout commence à fuir. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce que je voyais n'était que la surface. Sa lettre donnait l'impression qu'elle avait déjà tout planifié, la maison, les conditions du divorce, même le récit. Mais une phrase continuait de tourner dans ma tête, simplifions les choses. Elle n'avait jamais utilisé cette expression en 10 ans de mariage. Ça ne lui ressemblait pas. Ça sonnait comme une réplique préparée, destinée à m'intimider. Pour me garder silencieux. Passif. De la même manière que je l'avais été pendant des années. Alors, j'ai décidé de cesser d'être passif. Félix m'a aidé à creuser, d'abord dans le vieil iPad. Elle avait oublié que j'avais accès à un ancien modèle que nous utilisions pour les calendriers et les factures partagées. Elle ne l'avait pas touché depuis plus d'1 an. Il était enfoui dans un tiroir de mon ancienne table de chevet, que j'avais attrapé à la hâte en partant. Je ne me souvenais même pas de l'avoir emballé. Il avait toujours accès à ses emails synchronisés, à sa sauvegarde cloud, à ses archives photos. En quelques minutes, nous avons découvert des dizaines de choses que j'aurais aimé ne jamais voir. Il y avait des invitations de calendrier récurrentes intitulées « Réunions de direction », sauf qu'elles avaient lieu dans des hôtels. Toujours le même aussi. Toujours à 19h les jours de semaine. Pas de pièces jointes, pas de lien de réunion, juste des titres vagues et des adresses. J'en ai vérifié un, puis un autre. Chaque fois, le même homme apparaissait sur les photos stockées sur son téléphone, rangées dans un dossier qu'elle pensait caché derrière des noms anodins comme « liste de courses » ou « programme d'entraînement ». Le dossier contenait des selfies, des vidéos, des localisations. Certains dataient de plusieurs mois. Certains avaient été pris pendant que je lui envoyais des SMS, lui demandant si elle allait bien quand elle disait qu'elle travaillerait tard. Elle n'avait pas simplement tourné la page. Elle m'avait remplacé depuis longtemps et avait fait de moi un simple bouche-trou pendant qu'elle construisait une vie entièrement différente en arrière-plan. Son silence, sa froideur, la façon dont elle regardait son téléphone et souriait quand elle pensait que je ne regardais pas. Tout cela était sa façon de me dire au revoir bien avant que je sache qu'il fallait partir. Mais ce n'était pas seulement l'infidélité. Cela aurait été presque plus facile. C'était la façon dont elle documentait tout, comme si elle construisait des preuves, pas des souvenirs. Félix s'est penché par-dessus mon épaule alors que nous parcourions ses emails. Ce n'est pas juste de la tromperie, mec. Ça ressemble à de la planification. Et puis nous avons vu la confirmation finale. Un email daté de 6 semaines avant le gala. Objet, calendrier pour la transition. Il ne venait pas d'un avocat. Il ne venait pas de son travail. Il venait d'un agent immobilier. Elle était en train d'acheter un appartement en son nom propre. Et dans le fil de discussion, elle mentionnait que le divorce serait géré proprement et que, il ne se débattra pas. Elle a écrit ça sur moi, comme si j'étais une variable prévisible, comme si j'allais simplement plier. Je suis resté là, abasourdi, respirant à travers une rage dont je ne me savais pas capable. Pas parce qu'elle voulait partir, mais parce qu'elle avait si soigneusement fabriqué l'illusion que je ne savais même pas que j'étais déjà parti. Mais le plus grand rebondissement n'était pas encore arrivé. Car en vérifiant ces messages envoyés, j'ai trouvé quelque chose destiné à quelqu'un d'autre. Envoyé la nuit où j'ai quitté le gala. Quelque chose qui prouvait que cela ne me concernait pas seulement moi. Cela concernait quelqu'un en qui j'avais confiance, et ils étaient dans le coup depuis le début. Il y a un moment où la trahison cesse d'être émotionnelle et devient tactique. C'est le changement que j'ai ressenti en regardant l'écran, parcourant les emails envoyés par Darla, essayant de comprendre la profondeur de tout cela. Je pensais n'être qu'un mari au cœur brisé découvrant une liaison. Mais la vérité était plus sombre, mieux coordonnée, et elle impliquait quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Le message avait été envoyé à 23h17, quelques heures seulement après que j'ai quitté la salle de bal. L'objet était « phase 2 ». Rien que cela m'a donné des frissons. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est le destinataire. Félix. Oui, Félix. Le même Félix qui m'avait tendu une tasse de café alors que je m'effondrais. Le même qui m'avait laissé dormir sur son canapé et m'avait dit, quoi qu'elle prépare, tu dois prendre les devants. Je pensais qu'il était mon seul allié restant. Mon dernier ami. Mais l'email disait le contraire. Il est parti, comme tu l'avais dit. Ne mentionne rien à propos de l'appartement pour l'instant. Je m'occuperai des papiers cette semaine. S'il pose des questions, joue l'idiot. Assure-toi aussi qu'il ne vérifie pas l'iPad. Il pourrait encore y avoir accès,
et cela compliquerait les choses. Gardons ça propre. Je reparlerai à l'avocat lundi. Je ne pouvais plus respirer. L'air semblait être des aiguilles dans ma gorge. J'ai regardé Félix de l'autre côté de la pièce. Il réchauffait des restes, parlant nonchalamment d'un film qu'il voulait regarder plus tard. Était-ce une comédie? Chaque tape sur l'épaule, chaque « je suis là pour toi, mec ». Était-il juste en train de me gérer pour elle? J'ai refermé l'iPad d'un coup sec. Il s'est retourné. Ça va? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je me suis regardé dans le miroir. Mon visage ne m'était même plus familier. Je n'étais plus le mari ou l'ami. J'étais juste une cible, un pion naïf et inconscient dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je n'étais pas seulement blessé. J'étais furieux, et j'étais éveillé. J'ai attendu après minuit. Allongé sur ce canapé grumeleux, faisant semblant de dormir, j'écoutais les pas de Félix, le bourdonnement du frigo, une toux occasionnelle. Puis je suis sorti discrètement avec l'iPad et l'enveloppe dans mon sac. Je n'ai rien pris d'autre. Je n'avais pas encore besoin d'une confrontation. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un moyen de pression, et j'avais exactement la bonne personne à appeler. Il y avait une personne que Darla avait toujours sous-estimée, sa sœur, Nora. Elle se parlait à peine, se disputant toujours sur les valeurs, l'argent, et le refus de Nora de simuler la gentillesse pendant les fêtes. Mais moi, Nora m'avait toujours apprécié, respecté, disant que j'étais trop bien pour Darla. Je ne l'avais pas vue depuis près d'un an. Mais je me suis souvenu de quelque chose qu'elle m'avait dit une fois après une de nos disputes de Thanksgiving. Si jamais elle franchit une ligne que tu ne peux pas supporter, appelle-moi. Je t'aiderai à brûler les ponts derrière toi. J'avais pensé que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Je lui ai envoyé un message. Elle a répondu en 2 minutes. Viens. J'attendais ce jour. Nora vivait dans le genre d'appartement qui vous disait exactement qui elle était, nette, épurée, d'une honnêteté à toute épreuve. Rien ne prétendait être plus que ce qu'il n'était. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an, peut-être plus. La dernière fois, c'était à un dîner de Noël où Darla était arrivée avec 2 heures de retard et m'avait à peine regardé dans les yeux. Nora avait tout remarqué, même à l'époque, mais elle n'avait jamais insisté. Elle m'avait juste versé un verre de vin supplémentaire et avait dit « Tu mérites mieux qu'une femme qui te traite comme une simple formalité. » Maintenant, j'étais à sa porte avec un sac rempli de trahison et un cœur qui ne semblait plus m'appartenir. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a ouvert la porte, a hoché la tête une fois et a dit « Il était temps. » Je suis entré. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste montré la table de la cuisine, et j'ai tout déballé. La lettre, la photo, l'email à Félix. Je lui ai parlé de l'iPad, des vidéos, des fausses réunions, de l'affaire immobilière que Darla avait préparée. Je n'ai rien retenu. Quand j'ai eu fini, je m'attendais à ce que Nora dise « Je te l'avais bien dit » ou quelque chose d'amer comme « Je savais qu'elle ferait ça ». Au lieu de ça, elle a dit « Ce n'est même pas la moitié de l'histoire ». Elle a disparu dans sa chambre et est revenue avec une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, de vieux journaux de textos, et même une clé USB. Elle l'a glissée vers moi comme si c'était une grenade. J'ai gardé un œil sur elle après qu'elle a commencé à s'éloigner de la famille, dit-elle doucement. Tu n'étais pas le seul qu'elle a ghosté. Elle a cessé de venir aux rendez-vous médicaux de notre mère, a ignoré les appels de notre tante quand elle était en soins palliatifs. Et quand je lui en ai parlé, elle t'a blâmé. Elle a dit que tu l'étouffais émotionnellement, que tu ne la laissais pas grandir. Qu'elle devait couper les liens toxiques pour devenir la meilleure version d'elle-même. J'ai eu envie de vomir. Nora a continué, elle a menti à tout le monde, pas seulement sur sa liaison, mais sur son travail, ses finances, même son passé. Le type avec qui elle est, ce n'est pas sa première femme mariée. C'est son modus operandi. Il s'implique, les aide à prendre un nouveau départ, puis passe à autre chose après qu'elles ont ruiné leur ancienne vie. J'étais sous le choc. Alors, elle n'est qu'une. Une marionnette? Nora a secoué la tête. Non, c'est elle qui tient les ciseaux. Il n'est que son excuse. Elle m'a montré une capture d'écran datant de plusieurs mois, un email que Darla avait accidentellement transféré à un contact commun. C'était l'ébauche d'un contrat de mariage, un nouveau, destiné à quelqu'un d'autre. Elle ne me quittait pas seulement.
Elle se préparait à me remplacer dans tous les rôles que j'occupais, mari, partenaire, même membre de la famille. J'étais en train d'être effacé, réécrit hors de ma propre histoire. Mais je n'étais pas le seul. Nora s'est penchée en avant. Tu te souviens de l'héritage de tante Meredith? J'ai hoché lentement la tête. Celui que Darla a dit n'être jamais arrivé. Elle a menti. Il est arrivé. Vous étiez tous les deux listés comme bénéficiaires conjoints, mais Darla a accepté l'argent seul. Elle a signé sans te le dire. Elle a falsifié ta signature. Je l'ai découvert il y a 6 mois, mais je ne pouvais pas le prouver jusqu'à maintenant. C'était la goutte d'eau. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas de rage, mais de détermination. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était du vol calculé, de la manipulation, de la fraude. Elle avait construit une version d'elle-même qui exigeait que je disparaisse, silencieux et humilié, pour qu'elle puisse entrer dans sa nouvelle vie, intacte. Mais elle avait mal calculé, car elle pensait que je resterais silencieux. J'ai regardé Nora et elle a soutenu mon regard avec un calme hochement de tête. On l'a fait tomber, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. On fait éclater la vérité. 2 jours plus tard, je suis entré dans le bureau d'une femme nommée Clarissa Bell. Si Darla avait la réputation de créer des illusions, Clarissa avait celle de les détruire. C'était une enquêtrice financière judiciaire, tranchante comme du verre brisé, et 2 fois plus dangereuse si elle était pointée dans la bonne direction. Nora avait travaillé avec elle une fois lors d'une vilaine bataille pour la garde d'un ami et m'avait dit que Clarissa avait le don de trouver des choses que les gens voulaient désespérément garder enfouies. Je lui ai remis la clé USB, la piste de mai et une copie des documents de l'héritage que Nora avait réussi à dénicher. Clarissa a à peine scié en les examinant. Elle est négligente, a-t-elle dit sèchement. Elle pensait que parce que vous êtes silencieux, vous seriez docile. Mais j'ai déjà vu ça. Les gens qui contrôlent par le chaos pensent que le silence est synonyme de faiblesse. Ce que cela signifie vraiment, c'est que nous rassemblons tout pendant qu'ils parlent. Le plan était simple. Ne pas combattre Darla de la manière qu'elle attendait. Pas de cris, pas de crises émotionnelles, juste une exposition froide, calculée, et le timing serait crucial. Clarissa a rédigé un gel légal des comptes communs, appuyé par des preuves de fraude financière concernant l'héritage. Nous avons déposé une injonction sur l'achat de l'appartement, citant la tromperie conjugale et la transaction dissimulée qui était en cours avant même que notre séparation soit déclarée. En 72 heures, son accord est tombé à l'eau. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait l'apprendre. Pendant ce temps, j'ai ghosté Félix. Il a essayé d'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto qui disait « Je n'avais pas le choix, mec. » Elle a promis d'effacer ma dette. Je n'ai pas répondu. Laisse-le mariner. Laisse-le se demander ce que je savais et jusqu'où j'irais avec ça. Puis est venue la nuit où Darla m'a enfin contacté. Après près d'une semaine de silence, elle m'a envoyé un message comme si de rien n'était. « Salut, j'espère que tu vas bien. On peut se voir pour parler comme des adultes? Pas de drame, juste pour tourner la page. » Tourner la page? Encore ce mot. Le même qu'elle avait utilisé dans son humiliation mise en scène au gala. Le même qu'elle avait probablement utilisé pour justifier le vidage de notre compte joint avant que je puisse réagir. J'ai accepté la rencontre, mais j'ai choisi le lieu. Un restaurant calme qu'elle détestait. Un qu'elle avait un jour qualifié de « trop simple, trop honnête ». Parfait. Elle est entrée, l'air de rien avoir été touché. Pas un cheveu de travers. Manteau cher, sourire faux, voix douce. « Tu as l'air en forme », dit-elle, comme si j'étais un étranger dont elle avait des souvenirs tendres mais vagues. J'ai hoché la tête, sans parler. Elle s'est lancée dans un monologue sur le fait qu'elle était désolée que les choses soient devenues compliquées, mais que nous pouvions toujours nous en sortir proprement, qu'elle avait déjà parlé à son avocat et préparé quelque chose d'équitable. J'ai posé le dossier sur la table. Elle a baissé les yeux. Son sourire s'est figé. À l'intérieur se trouvait un résumé des conclusions de Clarissa, l'ordonnance de gel bancaire, la transaction de l'appartement suspendu, et une déclaration décrivant sa signature falsifiée sur l'acceptation de l'héritage. Ses doigts tremblaient légèrement en refermant le dossier. « Tu ne veux pas faire ça ?» a-t-elle murmuré. « Non, ai-je dit, je ne voulais pas. »« Mais toi, si. » Le silence entre nous était lourd. Pour la première fois,
j'ai vu de la peur derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de regret, juste une pure peur abasourdie. Parce que pour la première fois, elle ne pouvait pas contrôler l'histoire. Je ne partais pas en silence. Je traversais le feu qu'elle avait allumé en emportant la vérité avec moi. Mon avocat vous contactera, ai-je dit en me levant. Et puis je l'ai laissée assise là, seule, exactement comme elle m'avait un jour laissé, entourée de plans qui venaient de s'effondrer. La bataille juridique n'a pas été courte, mais elle a été claire et nette. Une fois que les preuves de Clarissa ont été présentées au tribunal, le juge n'a pas eu besoin d'être convaincu. L'appartement a été bloqué puis vendu. L'héritage a été rouvert pour enquête, et Darla a été forcée de restituer la moitié, plus des dommages et intérêts. Félix, lui, a disparu de nos devis après avoir reçu une assignation à comparaître qu'il n'avait jamais vu venir. Et Darla, elle a essayé de jouer la victime au tribunal, mais même son avocat semblait fatigué d'elle à la deuxième audience. Le silence qui a suivi a été la meilleure partie. Plus de drame théâtral, plus de manipulation psychologique, plus besoin de marcher sur des œufs dans ma propre maison. J'ai emménagé dans un petit cottage juste à l'extérieur de la ville, près d'un lac dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à ce que Nora trouve l'annonce. Elle m'a même aidé à peindre le porche et à planter des tomates dans le jardin. Parfois, elle passe le week-end et apporte une tarte, juste pour me rappeler que tous les liens ne sont pas faits pour être coupés. Certains attendent simplement d'être honorés. Je ne sais pas si je tomberai à nouveau amoureux. Ce n'est pas la question. La question, c'est que je ne suis plus l'homme qui laissait quelqu'un d'autre écrire l'histoire de sa vie. C'est moi qui tiens le stylo maintenant. Et Darla, elle s'est effacée. De la même manière que tous les masques finissent par tomber quand il n'y a plus personne à impressionner. Alors, si vous êtes assis là à lire ceci, si quelqu'un s'est un jour tenu devant vous et vous a donné un ultimatum public, espérant que vous vous effaceriez, que vous disparaîtriez tranquillement, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit de partir, non pas dans la honte, mais dans la force. C'est la fin de mon histoire. Si elle a résonné en vous, ne serait-ce qu'un peu, je veux entendre la vôtre. Dites-nous dans les commentaires, quel est un moment choquant de l'histoire qui a tout changé. Quelque chose d'audacieux, d'inattendu, ou de tranquillement puissant? Et n'oubliez pas de vous abonner à Reddit Confessions, où les voix les plus silencieuses font encore trembler les murs quand la vérité éclate enfin.